Donc, dernier débat du Paris Air Forum, et non des moindres, puisqu'il va aborder une question que se posent tous les dirigeants de compagnies aériennes. Comment rendre les compagnies aériennes rentables de manière pérenne? Le mot pérenne aura son importance dans ce débat. Autrement dit, comment faire pour que les compagnies puissent résister à une concurrence toujours plus féroce qui tire les prix vers le bas? Comment faire pour qu'elles soient capables d'encaisser des chocs externes aussi violents que des actes terroristes, des crises sanitaires ou une nouvelle flambée du prix du pétrole? La question, qui vaut évidemment pour tous les secteurs d'activité, prend une acuité particulière dans le transport aérien, l'un des secteurs les plus concurrentiels de la planète, qui, pris dans sa globalité, n'a jamais payé le coût du capital depuis sa création, à l'exception de 2015, et ce sera probablement le cas en 2016. Ce sujet est évidemment central en Europe, où les compagnies n'ont pas achevé leur restructuration, en France en particulier, où elles restent très fragiles. Certes, aujourd'hui, avec la chute du prix du baril, les compagnies qui avaient dû se dimensionner pour vivre avec un baril à plus de $100 affichent des rentabilités records. Mais cette accalmie ne fait que repousser la problématique. Comment faire pour gagner de l'argent, quel que soit le niveau du baril? La question est évidemment très large, car tout ce qui compose une compagnie aérienne joue sur son niveau de rentabilité, sa flotte, ses personnels, ses innovations, sa politique commerciale, ses alliances, et l'environnement, bien sûr, dans lequel elle opère. Cette question pose évidemment celle de la compétitivité des compagnies aériennes, et par conséquent celle du rôle des différentes parties prenantes, État, aéroports, navigation aérienne, pour baisser les charges du secteur, mais aussi négocier les conditions de concurrence dites équitables avec certains pays tiers. Nous l'avons abordé l'an dernier au Paris Air Forum. Mais cette question pose également celle, de manière inévitable, celle de la compétitivité intrinsèque des compagnies et de leur base de coûts. Toutes les compagnies qui ont su vivre avec un baril à plus de $100, toutes sont aujourd'hui celles qui affichent les productivités les plus élevées et dispose d'accords d'entreprise le permettant. C'est sur cela que nous allons débattre aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Gagey, au centre, PDG d'Air France, Marc Rochet, président du conseil du directoire d'Air Caraïbes et également président de la nouvelle low-cost en courrier French Blue, et Éric de Rivry, président du SNPL national, à ne pas confondre avec le SNPL Air France. Monsieur Gagey, première question. Ne faites pas si. Monsieur Gagey, quels sont les fondamentaux, selon vous, pour être rentable de manière pérenne? Comme on en a pour 35 minutes, je vais juste déjà regarder ce qu'il y a en amont et en aval, juste pour poser quelques termes du débat. La pérennité, c'est évidemment important, on ne l'a jamais atteinte. L'industrie ne l'a pas atteinte depuis qu'elle a été créée. Je voudrais juste, pour ouvrir vraiment cette discussion, commenter ce qu'on a, nous, comme fournisseurs et comment est le lien au client. Alors, je vais faire simple. Puis devant vous, vous connaissez évidemment toutes ces choses-là. En gros, tous nos fournisseurs sont des oligopoles ou des monopoles. On a 2 fabricants de gros avions. Pour l'instant, on a 1,5 fabricants de petits avions. Le nombre de GDS, c'est sur les doigts de la main. Les aéroports, c'est du monopole. Et donc, on est en situation vis-à-vis de nos suppliers d'être vraiment des price takers, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment une première partie d'extraction de la valeur du transport aérien qui est faite par ceux qui sont nos fournisseurs. Et puis, à droite, du côté de la relation avec nos clients, on répète ça à l'envi, on n'est jamais cru, il n'y a pas une industrie qui est aussi transparente et aussi comparée à travers tous les systèmes qu'on met à la disposition de nos clients, des systèmes de réservation, des agences de voyage. Il n'y a pas une industrie de service qui offre une telle transparence à ses clients. Alors, c'est lié à des décisions des régulateurs. Si vous voulez aller de Marseille à Dubrovnik, vous avez chez votre agence de voyage, chez les comparateurs, toutes les possibilités dans les 6 mois qui viennent, en passant par 8 hubs différents, la façon de relier ces 2 villes, et donc une totale transparence. Si je veux acheter une voiture, que je sache, je n'ai pas les prix offerts par tous les garagistes européens, avec le délai de livraison et la couleur de la voiture que je souhaite acheter, plus le prix. Ça serait très facile à faire. Je pense qu'en une bonne semaine,
si le régulateur des garagistes décidait que le prix de toutes les voitures offertes par tous les garagistes dans les 6 mois en Europe soit publié sur Internet, ça irait extrêmement vite. Cette chose-là n'existe pas, ça existe pour nous. Donc, entre une totale transparence vis-à-vis du client final, qui est chez nous le passager, et des suppliers qui sont tous déjà réorganisés sous forme oligopolistique, ce n'est pas une critique, c'est juste un constat de ce qui s'est passé au cours des dernières décennies. Vous avez au milieu une industrie du transport aérien qui est encore très fragmentée, avec des freins à la consolidation. Et je pense qu'un des problèmes essentiels pour pérenniser un jour la rentabilité de ce secteur, ça sera de poursuivre dans la voie de la consolidation. D'ailleurs, si on voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, l'extrême rentabilité des entreprises américaines, ça vient d'abord qu'elles ont consolidé le marché domestique américain. Elles ont consolidé pour l'instant, en tout cas à travers l'appartenance aux 3 grandes alliances, leur activité sur le Nord-Atlantique. Et c'est un autre sujet, mais je pense que Marco et Eric l'aborderont. Elles sont un peu éloignées du Golfe pour être vraiment en compétition avec ces compagnies-là. Et donc elles sont en compétition avec les compagnies asiatiques qui elles-mêmes sont plus ou moins mises à rude épreuve par les compagnies du Golfe. Et donc le premier mot que je mettrai sur la table de cette discussion, c'est un positionnement très particulier du transport aérien entre ses suppliers et ses clients et la nécessité de poursuivre dans la voie de la consolidation. Alors, ce matin, Alexandre de Gignac a évoqué ce sujet de la consolidation, donc a dit que les obstacles à cette consolidation n'étaient pas prêts à être levés. Donc, Marc Rochet, quels sont les autres fondamentaux pour dégager des rentabilités de manière pérenne? Je souscris aux propos qui viennent d'être tenus par Frédéric Gagé. J'y ajoute les points suivants qui me semblent fondamentaux, j'allais dire du point de vue du commerce. Premièrement, et de façon tout à fait irréversible, le client, et en particulier les secteurs de clientèle en croissance, ce client, il veut payer moins cher. C'est quelque chose d'irréversible. Il veut avoir plus de choix, il veut avoir la compréhension de ce qu'il achète. Et pourtant, comme ça vient d'être dit, à travers les systèmes de distribution, il y a une totale transparence dans notre secteur d'activité. Mais ce client, il veut payer moins cher. Et donc, payer moins cher, ça a des conséquences. Il va falloir baisser nos coûts. Alors, il y a plusieurs façons de baisser les coûts. Il y a la croissance, il y a la taille des avions, il y a la technologie, il y a les coûts de production. Bon, je pense que tout ça va être évoqué au cours du débat. Mais il faut que nous baissions nos coûts. Deuxièmement, pour rester pérenne, il faut bien prendre conscience que face à ce client qui veut payer moins cher, notre environnement, le monde dans lequel nous vivons ne fait que de changer. Il change tous les jours et le changement, ce n'est pas maintenant. Ça n'a d'ailleurs pas porté bonheur à son auteur, à l'auteur de cette phrase. Le changement, c'est tout le temps. Ça veut donc dire que les entreprises de transport aérien, qu'elles soient d'ailleurs petites, moyennes ou grandes, ont l'obligation de s'adapter vite, de revenir sur ce qui a existé, de le remettre en cause, de le pérenniser quand ça marche bien, le développer quand ça marche très bien. Mais cette faculté d'adapter l'entreprise à son environnement, c'est quelque chose de fondamental. Donc, premier point, le client veut payer moins cher. Deuxièmement, il faut s'adapter. Et pour être un peu successful sur ces 2 points, il faut un troisième aspect qui, à mon avis, est important. Il faut que l'entreprise soit en cohérence avec ses personnels, mais aussi avec son actionnariat. Et bon, je dirige une entreprise de taille modeste qui a un certain succès, Air Caraïbes, mais c'est vraiment la cohérence de la vision que nous avons avec notre actionnaire, le groupe Dubreuil, qui nous a permis de nous adapter, de traverser des moments difficiles, on en traversera sans doute encore d'autres, mais d'avoir cette capacité à s'adapter, cette capacité à s'inscrire dans le futur. Je sais que toutes les compagnies n'ont pas la chance que nous avons, parce que, et là-dessus je veux aussi que mes propos soient clairs, je ne crois pas que les États soient de bons actionnaires, ce ne sont surtout pas des actionnaires stratèges en plus, ils ne visent pas le long terme, ils ne visent pas l'adaptation, ils visent plus ou moins une forme de statu quo.
avec des comportements un peu schizophrènes d'ailleurs, on en reparlera aussi. Mais je pense sincèrement que si on arrive à conjuguer ces 3 points qui doivent être des points forts de l'entreprise, la compréhension de la volonté du client de baisser ses prix, la capacité de l'entreprise à s'adapter en permanence, tout le temps, et pas simplement ponctuellement, parce que le pétrole a baissé ou qu'il n'a pas baissé d'ailleurs. Et puis, une vision cohérente entre l'entreprise, ses personnels et l'actionnariat. Je pense qu'effectivement, dans l'environnement qui a été décrit par Frédéric, on doit pouvoir construire quelque chose de pérenne. C'est ce que démontrent certaines entreprises, pas qu'en France d'ailleurs, à l'étranger aussi. Et ce sont elles aujourd'hui qui ont la meilleure vision de l'avenir. Monsieur de Rivry, sur cette question, quels sont les fondamentaux selon vous? Si vous me permettez, je vais d'abord vous remercier. Il est assez atypique qu'un représentant d'une organisation syndicale soit assis dans ce genre de panel. Donc je voulais vous remercier de nous donner l'opportunité, la chance, l'occasion d'exprimer notre point de vue dans un débat. Parce qu'après 50 minutes d'intermède commercial auquel nous venons d'assister, nous allons enfin avoir un débat avec 3 personnes. Je note d'ailleurs que les gardes du corps pour M. Gaget et M. Rocher ont disparu. Ils n'ont sans doute rien à craindre de la situation française. Ceci étant dit, revenons au cœur du débat. Vous nous parlez et vous évoquez la compétitivité durable, pérenne de notre industrie. Je pense que le premier point, c'est rester attractif. L'attractivité, ce n'est pas du rôle d'une organisation syndicale ou des pilotes de la rendre attractive, c'est le produit, c'est l'innovation. Et notre transport aérien en France, en Europe et dans le monde doit rester attractif pour les clients parce que ce sont quand même eux qui font la richesse de nos entreprises. Par ailleurs, il doit rester compétitif. Cette compétitivité, elle est directement liée au coût de nos compétiteurs sur des marchés qui sont différents. Il faut aussi regarder cette compétitivité entre des compagnies, comme Michael O'Leary le disait, des legacy versus des low cost. On a différents marchés, il y a quand même une segmentation de ce marché entre le point à point et des structures plutôt en organisation de hub. Donc cette compétitivité est essentielle. Il y a la notion aussi de durabilité au sens tel qu'on le connaît habituellement, mélange entre l'économie, l'écologie, et on voit que les constructeurs, notamment de moteurs, ont fait des progrès considérables. L'écologie est au cœur du débat du transport aérien et de son développement potentiel. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, est fondamental pour la pérennité de ce transport aérien. Et dans ce milieu-là, dans ce monde-là, que constate-t-on dans notre pays? Un pavillon français qui, en dépit de croissances qui ont été présentées par l'ensemble des personnes qui sont présentées derrière cette tribune, un marché en croissance, des perspectives avec des doutes à 10 ou 20 ans, mais on en a toujours eu, des phénomènes éventuels qui peuvent arriver, mais une croissance. Cette croissance, quand on regarde en France, on a un pavillon français qui est en déclin. Marc Rocher dirige une entreprise qui est une exception en la matière. On a perdu une entreprise en France, une a été créée qui s'appelle French Blue, mais on perd régulièrement et des parts de marché et le poids du pavillon français. Et je crois qu'on reviendra un petit peu plus tard sur les axes qui permettraient d'éviter ce déclin. Marc Rocher, pour être compétitif, il faut notamment des accords d'entreprise qui permettent d'apporter une productivité satisfaisante. Cela est-il possible au sein des compagnies historiques où s'entremêlent une multitude d'accords? Je pense qu'il faut distinguer plusieurs mondes, parce que nous vivons dans un monde de concurrence. Il y a un monde qui est plutôt éloigné de nous. Alors, il n'est pas forcément de notre culture ni de notre façon de travailler. C'est le monde nord-américain. Bon, soyons clairs, les entreprises nord-américaines, elles se restructurent à coup de Chapter 11 à la main d'un juge qui décide qu'il va se séparer de tant d'avions ou de tant de routes ou de tant de personnel. Il signe un papier, il tamponne et ça rentre en application le lendemain. Bon, ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. En Europe, plus près de nous, il y a le monde anglo-saxon qui fonctionne là aussi avec un modèle social différent, qui a au moins la capacité, on le voit à travers 2 zones géographiques, la zone anglaise et tout ce qui tourne autour d'AIG, puis un peu moins, mais différemment la zone allemande, où il y a une capacité à s'adapter et à essayer de prendre en compte cet environnement qui change et qui change tout le temps. Et puis, il y a le monde latin, le monde dont nous faisons partie. Je crois que le problème le plus difficile que nous rencontrons, ce n'est pas de dialoguer et de s'expliquer sur ce qui va et sur ce qui ne va pas, bien que ce ne soit pas facile. Le problème n'est pas non plus de chercher des solutions parce qu'elles sont évoquées.
Le problème, c'est le passage à l'acte. Et ce modèle social à la française, tant porté par certains de nos politiques, plus tout à fait tous au pouvoir d'ailleurs, ce modèle-là, il ne fonctionne pas, il est coincé. Donc, il n'y a pas de fatalité. Je veux dire, n'importe quelle entreprise de transport aérien en France, je pense à les hommes, la volonté, la capacité partagée par le management et les organisations syndicales de vouloir s'adapter, j'en doute pas. Oui, il y a quelques cas individuels, mais qui sont de peu d'intérêt. Le problème, c'est comment on passe à l'acte. Et là, on ne peut pas passer à l'acte quasiment parce que notre environnement social est bloqué. Il est bloqué sur cette notion absolument, j'allais dire, triste d'avantages acquis sur lesquels on peut parvenir. Et quand on arrive à revenir sur le plan collectif, on peut parvenir dessus sur le plan individuel. Toutes les jurisprudences en la matière sont là pour le démontrer. Et donc, effectivement, la question qui se pose, c'est pas de savoir comment on peut travailler différemment, parce que je crois qu'on arrive à trouver des solutions. Bon, il y en a plusieurs, y compris celles qui consistent à repartir d'une feuille de papier blanc. Et puis, il y a cette incapacité à se remettre en cause, à changer ce qui a été bien il y a quelques années et ce qui ne l'est plus aujourd'hui, ce qui est adapté ou qui ne l'est plus. Et puis, là, encore une fois, on trouve quand même un rôle du régulateur qui est plus qu'ambigu. Oui, on pousse à la modernisation. Oui, l'État français dit les normes d'engagement des équipages européennes sur lesquelles moi, la France, j'ai d'ailleurs voté, qui s'appellent, pour utiliser les termes de notre jargon, les FTL. C'est bien, on va les appliquer, on les a rendus obligatoires en février 2016, mais enfin, ça serait bien qu'on garde notre bon vieux code de l'aviation civile, gloire et honneur à Mermoz, tant mieux pour lui. Mais bon, ça ne remonte pas tout à fait aussi loin, mais presque. Et donc, il y a quelque chose qui est ambigu, qui est schizophrène. Et effectivement, je crois que c'est très difficile. Bon, néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas s'interdire de l'initiative, du courage, et puis d'essayer de convaincre les gens. Il faut quelque chose qui n'est pas facile à faire, c'est de partager le diagnostic. C'est déjà beaucoup parce que la pression médiatique ne nous aide pas dans ce domaine. Et puis, il faut des gens de raison. Donc, j'en appelle à la bonne volonté des uns et des autres. C'est peut-être un peu utopique, mais il y a des entreprises où ça marche. Ça a d'ailleurs marché chez Air France dans le passé, il n'y a pas eu que des mauvaises périodes. Ça a marché chez certains de nos concurrents, il y a des moments où ça se bloque, mais c'est vrai que le poids du passé, il est très lourd, même pas à porter, mais il est très lourd parce qu'il nous met des boulets aux pieds pour l'avenir, et si on a des boulets aux pieds, ben, l'avenir, il n'y en a pas. Monsieur Gagé, ce millefeuille d'accords d'entreprise est-il un obstacle pour Air France ? C'est pas le millefeuille, c'est... On parle de 250 accords ou... Oui, enfin, il y en a des courts, il y en a des longs, il y en a des... Ce que je crois, c'est le millefeuille à l'expression de la mauvaise recette. C'est-à-dire que mon expérience dans certaines négociations, c'est finalement le texte est ambigu, donc compliqué, donc il a millefeuille parce que les deux parties ne conviennent pas vraiment de savoir ce qu'elles veulent. Et l'ambiguïté, du coup, est desservie à travers des multiples notes de bas de page qui permettent en fait de rendre les accords peu lisibles. Voilà. Et finalement, ça rejoint un peu ce que dit Marc, c'est ou bien il y a une approche partagée, à ce moment-là on y arrive et le texte peut tenir en une demi-page, enfin, ou trois, peu importe, ou bien l'approche, mais pour des raisons qui peuvent dépendre des deux parties, n'est pas partagée, et à ce moment-là le texte fait 1000 pages. Mais moi je suis frappé quand je lis la littérature, non pas syndicale, que je lis aussi de temps en temps, mais surtout la littérature des accords par cette ultra-complexité, quoi. Et je pense que c'est vrai, il ne faut jamais écrire de choses sur lesquelles les parties ne sont pas d'accord. Et à ce moment-là, le millefeuille devient une feuille fine. Et donc, quelque part, comme une grande partie des textes qui nous habitent aujourd'hui sont des textes issus du passé où, je crois, ce fonctionnement était un peu celui-là, ça conduit sans doute à des choses qui sont extrêmement difficiles à gérer. Moi, je tente, par exemple, d'expliquer à mes équipes de juristes, on ne modifie pas un accord, on le réécrit. Au moins, au passage, on enlève le codicile qui ne sert plus, la règle qui est tombée en désuétude, le point nouveau sur lequel on est tombé d'accord, de manière à ce qu'on essaye de recréer un corpus
de textes sociaux qui, au sein d'Air France, permettent de se dire ce texte existe, on l'a signé, on l'applique, mais il est suffisamment simple pour qu'on a levé toute ambiguïté. C'est plutôt ça le problème du millefeuille. On a souvent la même explication sur les textes législatifs français. On dit, il y a une intention, elle passe au Parlement, l'intention est exprimée, après ça passe au budget, on fait les décrets d'application et le texte commence à exonérer, à dire que ça s'applique sauf au cas où, et puis finalement, en partant d'une intention peu partagée, on obtient des lois parfois extrêmement compliquées. Je crois que le problème est le même. Probablement ces milliers de pages d'accords qu'on peut avoir à gauche ou à droite, je ne sais pas ce qu'on a chez toi, Marc, je sais, je crois, moi, j'espère pour toi, c'est, je pense, l'expression d'une volonté qui n'était pas suffisamment ferme au départ entre les parties pour conduire à un point d'écriture qui soit relativement simple. Puis avant de passer la parole à mon voisin de gauche, je vais juste le reprendre sur 2 points. Monsieur le Président du CNPL national a indiqué que être attractif pour le client, ce n'était pas trop le rôle du pilote. Erreur. Les pilotes ont un rôle considérable à jouer en matière d'attractivité vis-à-vis du client. Voilà, on pense qu'évidemment, ce n'est pas son rôle premier. Son rôle premier, c'est évidemment d'assurer, sa mission, 2, la sécurité du vol, enfin, les choses d'ailleurs étant indissociables. Et je pense aussi que le rôle du pilote en tant qu'élément j'ose pas dire élément commercial, ça serait mal interprété ou c'est pas mon propos, mais je pense que l'ensemble de l'équipage, y compris bien sûr les pilotes à bord, font partie d'une certaine façon de l'offre de produits de toute la compagnie. Ils doivent y contribuer. Deuxième correctif, Monsieur le Président, c'est la croissance. Là, ma remarque est plus fondamentale. J'entends beaucoup qu'il y a 7,5 de croissance du transport aérien mondial. C'est vrai, mais il y en a pas mal qui est entre Addis Abeba et Shanghai. Il y en a beaucoup qui est entre Shanghai et Canton. Il y en a une part importante, surtout avec les nouvelles règles de dérégulation introduites sur le marché indien entre Chennai et New Delhi. Et donc, sauf à réinventer, je parle pour des entreprises françaises, la capacité d'être associées par des moyens qu'on peut imaginer divers, notamment par des JV qui nous permettent de bénéficier un peu du Shanghai-Canton si on permet à travers des alliances et des JV de gérer la connectivité. C'est comme ça qu'on y arrivera. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus s'imaginer que ce marché du transport aérien croît et que la vie est facile pour nous. Si je prends les chiffres vers l'Asie d'ADP, donc ce n'est pas seulement les compagnies aériennes françaises, mais c'est ADP vers l'Asie en ce moment, c'est négatif. Et pourtant, on va trouver sûrement une statistique de IATA qui va indiquer que le transport aérien asiatique augmente de je ne sais pas combien, 10 à 12%. Donc ne nions pas quand même, et c'est vrai pour Marc, c'est évidemment vrai pour Air France, que nous sommes aussi sur des marchés matures. Le Paris-Marseille, c'est pas 7% par an. Le Paris-Bordeaux avec la ligne TGV, ça ne sera pas 7% par an. Les vols intra-européens au départ de Paris, je ne pense pas que ça sera 7% par an. Et le long courrier, si on veut en partie bénéficier de cette dynamique du transport aérien mondial, il faudra vraiment aller le chercher. Mais je voudrais vraiment, parce que j'ai eu ce débat aussi en interne avec le CNPL d'Air France cette fois-ci, indiquant le marché croît 7%, comment se fait-il qu'Air France ne croît pas à 7%? J'aimerais vraiment que les choses soient claires là-dessus. Le marché croît, mais sur des marchés qui ne sont pas nos marchés naturels. Et donc c'est par des prises de participation, des croissances inorganiques, des alliances qui permettent qu'une partie de ce trafic ou de cette dynamique de trafic nous profite parce qu'on va assurer un leg dans la correspondance, que nous bénéficierons possiblement de cette dynamique de trafic. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour les entreprises européennes, c'est plus compliqué parce qu'on est très en avance, si je peux me permettre, par rapport à certains pays ou certains continents où il y a beaucoup de croissance, mais où, à ce stade, on est encore dans la phase de vrai développement du transport aérien. Revenons sur le millefeuille. Que répondez-vous donc à M. Gaget et à M. Rocher, M. de Rivry? Alors, peut-être qu'il faut, pour éclairer l'audience, il faut peut-être rappeler ce que sont les spécificités du monde navigant, en tout cas pour ce qui concerne les pilotes que je connais très bien et les personnels navigants de cabine, avec en France un code du travail. Alors il y a un débat extrêmement ouvert au niveau national sur la taille, son contenu. Ce code du travail, il s'applique pas ou peu ou très peu au monde navigant.
par la spécificité et la complexité de notre activité. Du coup, alors ça ne date pas de Mermoz, Monsieur Rocher, il y a eu un code de l'aviation civile, puis un code des transports. C'est vrai qu'il sédimente un certain nombre de choses, mais les éléments sociaux sont quasiment inexistants dans les tissus légaux et réglementaires, et de facto, les entreprises se sont dotées au travers des négociations, et je crois que vous ne l'avez pas fait avec un couteau sous la gorge ou un pistolet sur la tempe, vous avez aussi apposé vos signatures sur des accords qui étaient à un moment donné un point de contact entre les représentants des salariés et les entreprises. Donc l'existence d'un tissu d'accords assez important, il est lié mécaniquement et naturellement à ça. Ça, c'est le premier point. La complexité, je le disais, elle est liée par nature à notre activité. Sans faire offense à quiconque, pour quelqu'un qui travaille au sol, il y a une vraie spécificité de l'activité en tant que navigant, et elle se traduit par des textes qui sont complexes. Et d'ailleurs, vous mentionniez, Monsieur Rocher, les FTL, ces textes sont des textes qui sont compliqués. Certains les qualifient même un peu d'ésotériques. Quand on les regarde comme ça, c'est pas très simple de comprendre. Mais ils sont quand même liés à la spécificité de cette activité. Enfin, je voudrais insister sur... on parle beaucoup de ce tissu, de ce nombre d'accords, qui dépendent de leur contenu, évidemment, mais je veux dire que c'est quand même le fondamental de la stabilité et de la capacité d'évolution. Vous avez évoqué ça, la capacité d'adaptation, c'est la confiance et la transparence. S'il n'y a pas la transparence, et vous avez évoqué ce sujet-là tout à l'heure comme étant une capacité de remise en cause entre les salariés, entre les employés, et les managers des entreprises, s'il n'y a pas cette transparence et cette confiance, on ne peut pas aboutir à une évolution, et il faudrait qu'elle soit évidemment bien plus souhaitable qu'une révolution par définition violente. Excusez-moi. Est-ce qu'en France, dans les compagnies aériennes françaises, est-ce que les règles d'utilisation en vigueur génèrent, est-ce que ce sont elles qui génèrent des coûts du cockpit à l'heure de vol trop élevés? Alors, tout à l'heure, on parlait de compétitivité. La compétitivité, ce sont l'ensemble des coûts. Je rappelle juste que, évidemment, les pilotes participent à un coût qui est de l'ordre, les interlocuteurs me démentiront, de 6 à 8% dans les coûts globaux. Donc, bien évidemment, les pilotes participent à ces coûts. Donc, à ce titre, et parce qu'ils ont montré aussi qu'ils étaient capables de s'adapter avec des difficultés ponctuelles. Je crois que le président Gagé est confronté à une de ces difficultés aujourd'hui, mais les pilotes ont montré qu'ils étaient capables de s'adapter. En revanche, quand l'ensemble du reste de ces coûts, et notamment le poids des charges, des taxes, des redevances, qui pèsent spécifiquement sur le transport aérien, sur le pavillon français, et je me permets de répondre au président Gagé en disant, tout à l'heure j'évoquais la croissance mondiale, ce n'est pas incompatible avec le fait que le pavillon français perd des parts de marché, non pas dans un monde en croissance, mais même si on était dans une activité stagnante, le pavillon français en lui-même perd des parts de marché par rapport à nos compétiteurs. Personne ne le conteste. Sur le point-à-point au profit des compagnies low cost, sur l'activité, on va dire, au travers de notre hub, c'est un petit peu moins vrai. Mais voilà, on est dans un système de perte de marché. Pourquoi? Notamment parce que la compétitivité que doivent assurer M. Rocher, M. Gaget, ils ont une pression aussi sur le poids de ces taxes, de ces redevances et de ces charges. J'oublie le débat sur le poids du travail et les charges qui pèsent sur le travail basiquement en France. Je parle spécifiquement du transport aérien. On a, et là j'aimerais bien vous entendre sur ce millefeuille de taxes, la taxe de solidarité, l'augmentation de la TVA sur les vols domestiques. L'État, les pouvoirs publics, régulateurs, actionnaires, parfois médiateurs, sont un peu schizophrènes dans leur volonté, de tirer des avantages souvent économiques et financiers immédiats. Je pense à l'arbitrage qu'il y a eu sur le contrat de régulation économique Aéroport de Paris l'année dernière, Paris Aéroport maintenant. Donc il y a un certain nombre de décisions qui sont prises et qui pèsent pas de manière symbolique. Je crois que le président Gagé pourrait dire combien l'ensemble de ce surpoids par rapport à notre concurrence simplement européenne, ne nous éloignons pas plus, ce surpoids qui pèse spécifiquement sur le pavillon français, il est considérable. Et il pèse, pour vous donner une petite anecdote, presque autant que la masse salariale pilote. J'aimerais que l'action soit aussi forte de la part de nos dirigeants, parce que cette démarche cohérente et de vision partagée, elle est aussi de la responsabilité de nos dirigeants de dire au pouvoir public, nous le faisons sans état d'âme, de dire au pouvoir public, jouez votre rôle dans la compétitivité et donc dans la durabilité du pavillon français.
Est-ce que ce n'est pas le moyen justement de dire, c'est demande à l'État, justement de dire, nous on ne fera rien, justement la seule cause ce sont les charges, les coûts aéroportuaires. Est-ce que ce n'est pas justement entre guillemets, une excuse pour ne rien faire? Non, l'objectif est absolument pas celui de qui ou de la poule ou de l'œuf et signer le premier, et comme ça je me dédierai de mes obligations. Je pense, et nous avons appelé à des états généraux du transport aérien, je crois qu'il y a la place du transport aérien en termes de ce qu'elle génère comme emploi, en termes de position économique en France, en termes de rayonnement économique sur le plan géopolitique ou économique mondial, c'est quelque chose de considérable. Tous les indicateurs le montrent. Le premier qui l'a montré, qui l'a couché sur le papier, quand même, on ne confie pas à Bruno Le Roux, patron de la majorité à l'Assemblée nationale, une mission qui vise à regarder, faire un état des lieux du transport aérien, de proposer des solutions, si on n'a pas envie d'agir un peu. La réalité, et je rejoins M. Rocher, il n'y a eu pratiquement aucun acte en face de cet état des lieux et de ces pistes-là. Il y en a eu deux. Il y a eu deux éléments qui ont été mis en œuvre. Voilà. Et on reviendra, je pense, plus tard sur les compagnies du Golfe, parce que là, il y a un vrai débat à ouvrir. Je suis d'accord avec une partie des propos qui viennent d'être tenus. Effectivement, comme ça vient d'être dit par Éric, les compagnies aériennes, les organisations représentatives des personnels ont participé à différents travaux et diagnostics demandés par l'État. Et tout à l'heure, j'ai volontairement utilisé l'expression d'État schizophrène. Ça s'est traduit par le rapport Le Roux, qui était un rapport qui faisait 12 propositions. Il y en a 10 qui sont passées aux oubliettes, comme dans tous ces rapports-là, et puis une ou deux qui ont subi, après quelques distorsions, un début d'application. Mais je voudrais quand même dire deux choses. Et j'ai fait partie, vous avez fait partie des travaux de la commission Le Roux. La première, il y a un vieux proverbe qui est quand même plein de bon sens, qui consiste à dire « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et c'est dans cet ordre-là. C'est-à-dire que c'était aux entreprises de montrer leur capacité de réforme et ensuite aller demander l'aide de l'État. J'ai personnellement regretté que dans le rapport Le Roux, les deux choses ne soient pas plus équilibrées, parce que je fais partie aussi des citoyens de ce pays, je ne suis pas exilé, je n'ai pas de compte à Panama, je considère qu'on a une obligation de citoyenneté. Moi, je veux bien qu'on aille demander l'aide de l'État, surtout sur les sujets qui ont été évoqués, taxes de solidarité et ainsi de suite. Encore faut-il qu'on démontre à l'État qu'on fait nos propres efforts. Et de ce côté-là, ce côté de la feuille, globalement dans l'industrie, il était quand même un peu léger. Et puis la deuxième chose qui me gêne plus, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas continuer à travailler, c'est que, bon, je trouve quand même un peu dans la même lignée que c'est facile d'aller demander à l'État de réduire la taxe Chirac, de mieux nous protéger contre l'avidité, pour ne pas dire plus, des compagnies du Golfe. Mais cet État, on aime bien le trouver aussi pour se faire protéger, pour lui demander d'être protecteur, pour lui demander de ne pas toucher au fameux empilement de code du travail et du code de l'aviation civile et ainsi de suite. Et donc, si on veut de l'efficacité, encore une fois, il faut être cohérent. Alors oui, pour que l'État fasse sa part des choses, mais d'abord faisons la nôtre, et là on est entre compagnies françaises, et puis deuxièmement, puisque l'État ne doit rester finalement et n'est finalement efficace que dans le domaine de la souveraineté et du régalien, laissons-le dans le régalien et allons pas le chercher tous les matins, soit pour gérer nos compagnies, soit pour donner telle ou telle protection sociale à des gens qui sont capables de se défendre tout seuls et d'avoir effectivement des textes qui les protègent à travers les accords et qui doivent être modernisés d'ailleurs, mais ce n'est pas non plus normal d'aller chercher l'État en protection tous les jours. Personnellement, je ne suis pas dans cette lignée, et c'est là où je pense que les compagnies privées qui ne sont pas dans cette obligation, en France et ailleurs en Europe, ont sans doute un peu plus d'efficacité. Monsieur Guéget, sur ce point, est-ce que vous voulez réagir? Oui, on a tout dit, on peut aller dans un sens comme dans l'autre de façon extrême. Moi, j'observe que l'État, à travers le CICE et le changement de taux des taxes de passage en correspondance, et plus récemment avec possiblement la fin du reversement du budget de la DGAC au budget général, pour Air France, on va arriver à quelque chose de l'ordre de supérieur à 10% de la masse salariale pilote, à peu près. Donc 100 millions à peu près. Donc 100 millions. Et je n'ai... bon voilà, cet effort a peu été reconnu. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on pourrait dire aussi qu'en l'occurrence, là, l'État a fait pour le transport aérien déjà un premier pas et que
que ceci peut être accompagné de démarches en disant on s'en félicite et d'ailleurs comment contribue-t-on, puisqu'on a dit c'est pas la poule et l'œuf, mais c'est quand même une fois que l'œuf est là ou la poule, il faut bien que l'autre arrive aussi un tout petit peu. Je remarque juste que bon, on n'a pas entendu de la part de nos syndicats chez nous, hein, je ne parle pas du national, l'idée de dire tiens effectivement il y a un effort relativement important de l'État en termes de ressources budgétaires et donc justement on avait 2-3 questions à régler et on se propose non pas en donnant, c'est pas l'idée, mais juste en signe de compréhension de ce qu'avait fait l'État pour la compagnie, telle ou telle discussion, je sais pas quoi, qui traînait depuis longtemps, ça n'a pas été fait. Et on a resservi ensuite le discours, il l'a pas encore assez fait parce que le rapport de Roux dit qu'il fallait en faire plus. Ce qui est vrai, et c'est pourquoi je me bats, j'ai eu la même frustration qu'évoquée par Éric sur le creux d'aéroport de Paris. Je m'en suis longuement expliqué à la fois avec les représentants de l'État et avec Augustin de Romanet. Donc on a encore des énormes frustrations. Mais je ne voudrais pas que, quand finalement il y a 170 millions qui arrivent comme ça, on dise c'est très bien, mais attendez, il y en a encore 100 ici, puis 50 là, puis 80. Et donc finalement, c'est cette dynamique qui semblait être appelée en disant c'est pas poulet l'œuf, mais quand même, quand il y a quelque chose, on pourrait aussi, nous aussi, montrer que, pas seulement les pilotes d'ailleurs, hein, de la totalité d'Air France, je ne l'ai pas senti complètement là. Voilà. L'autre point sur lequel je voudrais indiquer, c'est, et là je suis assez clair également, chaque fois qu'on va dans les pays ouvrir des lignes, négocier avec des ministres, je ne sais pas où, l'État est toujours présent. Hein. Donc moi je ne voudrais pas dire que l'État français est juste un ensemble de personnes qui ne veulent qu'une chose, c'est la fin du transport aérien. Moi, à de nombreuses reprises, je le dis de façon claire, il y a eu des aides très fortes de la part des missions diplomatiques, de la part du ministère des Affaires étrangères, de la part du ministère des Transports, pour faire en sorte que les choses soient favorables aux compagnies aériennes françaises. La dernière décision de M. Vidalis ayant accepté le déport à Bruxelles des discussions entre les compagnies du Golfe et l'Europe désormais, et pour moi une décision extrêmement forte. Donc je voudrais vraiment surtout que, alors, si on n'en fait pas assez, on dira le président n'en a pas fait assez, donc je vais vous dire, j'exige que l'État continue d'aider le transport aérien français, bien sûr. En même temps, parce que je suis président, j'aborderai aussi les choses de manière un peu plus modérée en disant il existe aussi dans de nombreux dossiers des points sur lesquels l'État français nous aide beaucoup. Quand j'étais à Téhéran, j'étais aidé par l'État français, à savoir par son ambassadeur, et avant par le ministère des Affaires étrangères. Quand on était à Cuba, même chose. Enfin, et M. Rocher en témoigne. Et quand tu voles pas à Luanda. Non. Donc quand j'étais à Luanda, ça a été une 3e fréquence qui nous a été octroyée suite à un travail préalable à la suite d'un voyage présidentiel. Donc je veux quand même... Je suis prêt à dire qu'il faut évidemment se battre pour la compétitivité de notre environnement. Et ça, je n'ai pas de problème pour le dire, hein, c'est clair. Hein, il faut évidemment un bon contrôle aérien le moins cher possible. Et c'est normal, parce que nous aussi, on demande à nos salariés d'être les moins chers possibles. Donc ça, je le clame et je suis prêt à demander à l'État de poursuivre dans cette voie. Ce n'est pas très facile toujours, hein. Évidemment, il nous faut des aéroports efficaces et pas chers. Évidemment, il faut toujours réfléchir à l'environnement. Il faut toujours que l'administration se dise qu'est-ce qui peut aider les entreprises. Ça, j'ai pas de problème pour ce discours-là. Mais je serai également respectueux de nombre de décisions qui nous ont quand même bien aidés. Marc Rocher, devant la complexité donc, de remettre à plat leurs accords, des compagnies classiques créent sur le long courrier des filiales ex-nihilo, qui partent ainsi d'une feuille blanche. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. On l'a vu, on le voit avec Lufthansa et Eurowings. On le voit en France avec le groupe Dubreuil là, qui vient de lancer French Blue. Est-ce le seul moyen pour être rentable de manière pérenne selon vous? Ce n'est pas le seul moyen et je vais y répondre, mais c'est une des options. C'est une des options. Elle n'est pas non plus réduite à son seul volet social. Et là-dessus, je voudrais être très clair. La première chose qu'il faut dire, c'est que bon, ce monde change, il change tout le temps, et on voit bien que les potentiels de croissance sont sur des routes qui sont plutôt touristiques, familiales, avec
clientèles qui sont très sensibles au prix. Et donc, comme il y a eu, les exemples sont nombreux, des succès et des échecs aussi dans le low-cost court et moyen courrier, on voit bien aujourd'hui que il se passe quelque chose dans le low-cost long courrier. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile, ça ne veut pas dire que l'histoire est écrite en totalité, mais il va se passer quelque chose dans le low-cost long courrier. Et le groupe Dubreuil et nous et le management d'Air Caraïbes, on y a réfléchi et on a décidé de prendre une initiative qui ne soit pas seulement sociale. Ça veut dire par exemple un avion neuf négocié dans de bonnes conditions, ça veut dire un aménagement différent, plus dense qu'un aménagement classique, quels que soient nos types d'avions et nos types de routes que nous desservons, on l'a encore densifié. Ça veut dire pas de compromis sur le confort, parce qu'il ne faut pas que le low-cost, ça veuille simplement être la solution qui consiste à réduire tous les coûts. Donc on a choisi la dernière technologie possible en matière de fauteuil, on a choisi de connecter entièrement l'avion, au sens Internet du terme, parce qu'il faut que ça soit moderne et confortable pour les gens. On a décidé de monter une structure pour avoir aussi des coûts de structure plus bas. Donc c'est tout un ensemble. Et notre intention, c'était surtout de ne pas... Alors, excusez-moi de l'image, parce qu'elle n'est pas aéronautique, mais ce n'était pas de laisser le train passer en gare en se disant il est passé, c'est trop tard pour y revenir. Donc, la motivation qui était la nôtre, c'est effectivement de participer à ce mouvement avec notre dynamique, avec l'appui de notre actionnaire, avec la vision de développer French Blue dans les années qui viennent. Mais ce n'est pas pour autant, et là je voudrais être très clair, qu'on a décidé de basculer d'un monde à l'autre. Et d'ailleurs là-dessus, on a peut-être eu quelques sujets de communication avec nos personnels. On a aussi décidé de poursuivre la croissance d'Air Caraïbes. Donc Air Caraïbes long courrier, je ne parle pas de ses aspects régionaux aux Antilles, mais Air Caraïbes, qui a 5 gros porteurs aujourd'hui, va en recevoir 2 dans les 8 mois qui viennent, 40% de croissance. On a demandé des efforts pour cela à nos personnels et je pense qu'ils vont les faire. On a décidé de densifier nos routes, on a décidé d'ouvrir pour Air Caraïbes de nouvelles destinations, Cuba, grâce à la renégociation du bilatéral franco-cubain qui date de moins d'il y a un mois. Et donc, je crois que chacun doit faire son métier, chacun doit le faire le mieux possible. Le low-cost long courrier, on en est au tout début. Et notre conviction, c'était qu'on ne pouvait pas laisser un Norwegian, un Eurowings, qui n'est d'ailleurs pas très allemand et qui est plus turc qu'allemand, hein, quand on regarde bien la structure de fonctionnement du long courrier d'Eurowings, il y a quand même du Sun Express là-dedans, d'essayer de faire quelque chose. Alors on y a mis toute notre volonté, toutes nos compétences, toutes nos passions. Je crois que les gens vont jouer le jeu et c'est parce qu'on ne veut pas laisser passer encore une fois ce train. J'ai tellement entendu il y a 20 ans de choses sur le succès qui n'en serait pas un du low-cost court courrier, de son échec probable et immédiat, pour voir aujourd'hui quelles en sont les conséquences, pour se dire il faut vraiment qu'il y ait des initiatives de prise, et la nôtre en fait partie. Monsieur Gagé, partir d'une feuille blanche et créer une compagnie, une telle filiale long courrier, qu'est-ce que vous en pensez alors ? On a souvent réfléchi à ça. Ma position, c'est que ceci mérite évidemment beaucoup d'attention. Ceci sera évidemment négocié, mais pour l'instant, on ne peut pas utiliser ça comme un dérivatif par rapport à la poursuite du redressement d'Air France. C'est-à-dire que le jour où, comme on l'a indiqué dans le thème de cette discussion, on considère qu'Air France est pérenne et rentable. Alors pérenne, ça veut dire qu'il peut y avoir des mauvaises années, mais pas à moins 700 millions, ce que moi j'ai trouvé en arrivant. Mais qu'on s'équilibre avec, enfin peu importe sur les chiffres, mais avec un EBITDA qui permet un financement au minimum de 2 à 3% de croissance à travers le cycle. On peut avoir des très bonnes années, des moins bonnes, mais plus des résultats aussi négatifs que ce qu'on a pu connaître pendant la crise de 2009. Une fois qu'on sera sûr que par l'imagination, la création, la négociation, le mouvement en interne, on aura fait cet objectif-là, alors rajouter un surcroît de croissance négocié en disant en plus on pourrait aller plus loin parce qu'en créant un animal un peu particulier à gauche du groupe, tout en étant connecté, je ne sais pas de quelle façon, enfin bon, ça c'est tout élément de discussion à voir. Ça peut faire partie, je trouve, d'un projet encore plus captivant une fois qu'on a assuré le redressement d'Air France.
Mais c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit si la réforme interne n'est pas possible, pourquoi on ne fait pas une low cost long courrier? Moi, j'ai dit je ne peux pas me consacrer à ça et même commencer à parler avec des partenaires sociaux d'une telle initiative pour ensuite lâcher ce qui pour moi est essentiel d'abord, c'est effectivement faire en sorte qu'Air France soit rentable de manière pérenne. Donc on a fait des gros progrès, je trouve, au cours des dernières années. Bon, on ne va pas vous dire que c'est fait. Hein, je pense qu'il y a encore à poursuivre en matière de capacité à croître, bien sûr, de capacité à innover en matière de produits. Donc on a encore 1000 projets pour poursuivre dans cette voie. Et moi, je n'exclus pas un jour ce projet-là, mais il sera négocié. On verra comment, mais je ne veux pas pour l'instant m'éloigner de l'objectif principal. Ça ne sert à rien de faire une innovation à côté si la mainline et la plus grosse partie du groupe n'est pas remise en forme. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je trouve que ça serait très rapide de vous annoncer qu'on travaille sur ce projet. Ensuite, c'est des projets qui, comme l'a dit Marc, ont parfois aussi raté. Hein. On a beaucoup parlé des low cost en Asie, il y en a certaines qui ont bu le bouillon. Voilà, donc c'est très compliqué, mais pour l'instant, moi, mon focus, c'est vraiment poursuivre avec nos partenaires et tous les salariés le redressement d'Air France pour en faire une entreprise rentable et pérenne. Monsieur de Rivry, sur cette éventuelle filiale après avoir redressé Air France, vous en pensez quoi? Alors, on constate, et ce n'est pas simplement en France, parce que les deux sujets qui ont été mentionnés par M. Rocher et M. Gaget, c'est la création d'une entité française. Il y a un développement d'une dynamique plus européenne avec des entreprises dont le siège est en Europe, quelque part en Europe, mais de se développer sous des CTA qui sont des CTA de ce pays-là et venir en France sur une activité en pleine concurrence avec les entreprises existantes. Donc on voit que c'est une nouvelle dynamique. Alors, si cette dynamique, c'est pour créer une nouvelle offre, une offre innovante, correspondant à la demande du passager, dans le respect de ce que disait M. Rocher tout à l'heure, en cohérence avec la discussion avec ses employés, dans une transparence et une confiance et en relation avec l'actionnaire, pourquoi pas? Mais si la tentation est uniquement d'éviter justement d'être en cohérence avec ses employés ou avec son actionnaire et de dire je vais aller créer une entité sur une page vide pour transférer progressivement l'activité, et je crois que M. Rocher peut nous confirmer que c'était une des inquiétudes fortes, sans doute qu'il partageait, de vider Air Caraïbes de son activité pour préférer la faire chez French Blue, notamment avec l'arrivée d'avions flambant neufs. Donc voilà, il y a quand même des choses à regarder. On peut regarder un certain nombre de choses, mais pour peu que ce soit dans une volonté de créer une dynamique de croissance, de créer une offre nouvelle. Là, il n'y a pas ni de no-go, ni de sujet tabou en la matière. Très bien, écoutez, merci.